Bien, je vais introduire, comme il se doit, notre dernière conférence du premier cycle, on va dire. Donc, ce cycle de conférences se termine avec un thème qui est a priori est peu commun, le tourisme et le marketing territorial. Alors, un peu d'étymologie. Le mot marketing est dérivé du mot to market, faire son marché, acheter et vendre, et de market, le marché. L'usage actuel du terme s'est établi à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Il a été emprunté par le français aux grandes dames de l'Académie française qui, en 1967, a condamné, je cite, ce terme étranger. Pour les immortels, les opérations d'étude et de développement de la vente d'un produit sur un marché, alias le marketing, n'est rien d'autre que de la commercialisation. Mis en opposition, le terme gagne en dignité. Ne parle-t-on pas d'esprit marketing? Il gagne aussi en action lorsqu'on parle de stratégie ou de plan marketing. Décliné, le marketing semble un puissant fin. Marketing de l'offre, marketing de la demande, marketing politique, mix marketing, marketing de la destination, marketing urbain et maintenant marketing territorial. Paraphrasant Géronte, on peut se demander, mais que diable vient donc faire le territoire dans cette galère? Une première réponse est que le territoire cherche à se différencier des autres territoires. On est dans une logique concurrentielle qui impose l'usage d'outils et de techniques de différenciation adaptées. Le marketing est alors compris comme le sésame de cette différenciation, le Graal de la mise en valeur du territoire et donc de son attractivité. Maintenant, quel lien peut-on faire entre tourisme et marketing territorial? Un lien apparaît dès lors qu'un territoire cherche à mettre en valeur des ressources ou des avoirs spécifiques susceptibles de faire venir des touristes. Deux usages du marketing territorial peuvent alors être distingués. Le premier, le marketing territorial pour séduire l'exogène, c'est-à-dire le touriste. Il s'agit de marquer une rupture avec des pratiques anciennes des destinations traditionnellement axées sur le marketing de l'offre. Il s'agit donc de tenir compte de la demande, de sa variété et surtout de ses goûts tout aussi variés. Pour séduire les touristes, on travaille son image, on s'affiche sur Twitter ou sur Facebook, on partage du contenu avec les touristes. Mais si on considère avec Dostoïevski que ni l'homme ni la nation ne peuvent exister sans une idée sublime, alors il faut passer à la vitesse supérieure et tenir compte du deuxième usage du marketing territorial, celui qui sert à révéler l'endogène pour séduire l'exogène. Cela revient à considérer que le territoire n'a pas qu'une image, il a aussi une âme. Cette âme doit être sondée et mise en valeur pour favoriser le tourisme. Et la stratégie marketing devient une stratégie collective qui consiste à mettre en avant la notoriété et les valeurs de la destination et pas seulement ses performances. Il s'agit d'améliorer l'image du territoire auprès des publics internes, c'est-à-dire les acteurs de la destination, et des publics externes, les touristes. Cela passe actuellement par des marques territoriales qui fixent la fierté d'appartenance des acteurs et le choix de localisation des touristes. Mais un territoire est-il réductible à une marque et soluble dans un logo ? Les exemples se multiplient avec Only Lyon, Invest in Reims, Sceaux Toulouse ou encore Bretagne, pour ne prendre ici que quelques exemples français. Comme le note Xavier de Fouchécourt, directeur de l'agence Beau Repère, les territoires sont avant tout issus d'un découpage administratif et celui-ci a de moins en moins de pertinence par rapport à l'usage qu'en font les habitants. En effet, on vit à un endroit, on travaille ailleurs, on traverse d'autres villes. Finalement, se dessine une sorte de géographie du moi, où chacun devient son propre territoire, lequel peut commencer au café du coin, se prolonger jusqu'à un autre bout de la planète, via Internet. La géographie cesse alors d'être une surface pour devenir un réseau. Je laisserai le mot de la fin à Dostoïevski, encore lui, pour qui, sauf la naissance, tout le reste peut s'acquérir par le talent, le savoir, l'intelligence et le génie. Là, vraiment, elle fait trop fort. Hein. Mais après tout, ça nous va bien, le génie, non? Voilà, le génie, ça ressemble à Val d'Europe, finalement. Un petit mot d'accueil aussi, d'abord, avant de vous présenter Yvan Hémon, un mot pour les personnalités qui sont présentes ce soir et qui nous font honneur. Et je voulais leur dire à tous les deux... Jean-Paul Balcou, qui est maire de Magny-le-Hongre et président du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe. C'est Jean-Paul Balcou qui, avec son équipe, nous a prêté pendant toute cette première saison les locaux de la médiathèque du Val d'Europe. Et Jean-Paul Balcou est aussi le président
de l'association de préfiguration du cluster tourisme du Val d'Europe. Donc c'est vraiment très très sympa, très symbolique que tu sois là ce soir, Jean-Paul, et si tu l'acceptes, tu partiras pas avant de nous dire quelques mots. Hein, voilà. Nathalie me dit, il prête aussi les locaux de la fac. Mais ça, c'est pas le cluster. Deuxième invité de choix, Laurent De Villers. Merci Laurent. Alors Laurent est directeur général du comité départemental du tourisme. Voilà. Et pour le département de Seine-et-Marne et son comité départemental du tourisme sont des partenaires absolument quotidiens de tous les intervenants dans le domaine touristique et surtout, j'allais dire, ils sont partie prenante du projet de cluster depuis l'origine. Hein, donc c'est très 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 sympa aussi d'être venu de la lointaine province melunienne Fontainebleau. Hein, donc voilà, on met tellement de temps à traverser ce département qu'on est particulièrement sensible à ta présence. Alors, un mot sur Yvan Hémon, notre dernier orateur de la saison, de la première saison du cluster du Val d'Europe. Hein, c'est comme les vampires, là, Buffy les vampires, c'est ça. Hein. Il y a eu une saison 1 et on termine donc par un vampire en chef qui nous vient de Suisse, Monsieur Yvan Hémon, qui alors, il a un parcours tout à fait atypique. Il a commencé dans les chemins de fer fédéraux, hein, comme apprenti. Et puis il est passé de la traction motrice au funiculaire. Et déjà à ce moment-là, vous vous rapprochiez du tourisme, hein, parce que nous, vous savez qu'il y a un très très grand opérateur touristique en France qui est la Compagnie des Alpes. Et la Compagnie des Alpes, c'est 40 stations de sport d'hiver et avant tout d'ailleurs des funiculaires et des tractions, bien sûr. Ce qui fait qu'il y a une grande partie de la législation du tourisme qui est calquée directement du transport à cause justement des questions de motricité. Et longtemps d'ailleurs, nous utilisons encore pour les attractions des textes qui sont ceux des funiculaires ou des remontes-pentes et tout ça. C'est la même législation en France. En 87, vous passez des transports ferroviaires au Pinard, ce qui est quand même plus sympa, et vous devenez donc l'un des responsables de Provins-Vallée et vous lancez la première cave de Suisse certifiée selon les normes ISO 9001. Waouh! C'est ça que c'était qu'un début, parce qu'il a continué à sévir. Voilà. On boit encore du vin en Suisse, ça va? Et il n'est pas normalisé. Bon, en 98, vous quittez le secteur agricole pour le secteur touristique et vous êtes nommé directeur adjoint de Valais Tourisme. J'imagine que Laurent doit savoir, ça doit être quelque part, vous devez être cousin, hein, ça doit être ça. Hein, bon. Et vous promouvez deux projets, Valais Excellence et Marque Valais, dont nous allons parler aujourd'hui. Il faut que vous sachiez que ce qui a été fait dans le Valais est devenu une référence dans le secteur du tourisme en France et dans toute la zone francophone naturellement, mais maintenant vous êtes extrêmement connu et extrêmement suivi. Hein. Vous avez fait des tas de disciples là au-delà de vos montagnes pour ce que vous avez réussi à inventer. Vous avez été les premiers à avoir d'ailleurs pour cette cohésion, cette mise en cohésion d'un territoire, parce qu'il y a 150 boîtes qui ont adopté votre label. Vous avez eu d'ailleurs le premier prix de l'innovation dans le tourisme en Suisse et depuis vous êtes tout le temps à Paris, si j'ai bien compris, parce que par chance, voilà. Donc on va vous laisser bien sûr nous expliquer ce que c'est que l'association de la marque Valais que vous dirigez, votre organisme de certification et vous me disiez que vous aviez même créé votre cabinet de consulting maintenant, hein, Ayrton's Conseil. Donc je sais que Ayrton, c'est un torrent du Valais. Hein, voilà, voilà, maintenant on est 70 à le savoir, donc c'est très... Vous voyez la publicité. Et mais avant de vous laisser la parole, Monsieur Hémon, je voulais vous dire que nous avons tous ici aujourd'hui une pensée pour l'accident terrible qui a endeuillé votre vallée il y a quelques jours et à tous ces enfants de Belgique qui ont été accidentés. Et nous imaginons que ça a dû être quand même extrêmement dur pour toutes les populations locales. Et donc sachez que ça nous rapproche de vous, c'est d'où que nous voulons vous exprimer toute notre sympathie. Voilà. OK ? Merci Monsieur Leleu, je me permets de me mettre debout, ce sera plus facile pour vous parler. Merci aussi pour ces mots de sympathie par rapport à ces enfants. C'est vrai que c'est un accident qui a eu lieu à quelques centaines de mètres de notre bureau et beaucoup de mes amis étaient sauveteurs. Je crois vous avez tous de la famille, des frères, des petits frères,
des parents, et c'est quelque chose de très difficile, surtout ici dans un lieu aussi magique que Disneyland Paris. C'est vrai qu'en arrivant ici, j'avais le cœur un petit peu gros en me disant que ces enfants-là méritaient mieux que cet accident. Alors c'est vrai que si on peut avoir une petite pensée pour eux, c'est vraiment sympathique. Merci Monsieur Leleu. Voilà, je vais vous présenter la marque Valet. Tout d'abord, vous dire où c'est, et puis pour m'aider dans cette présentation, j'ai pris un ami, il s'appelle Matt, on le voit ici, et puis il va nous faire voyager un tout petit peu, pas toujours respectueux des traditions. On l'appelle Matt parce que en allemand, le Cervin, que vous connaissez peut-être, se dit Matt Herron. Et nous, on a décidé qu'il s'appellerait Matt Herron. Donc Herron, c'est son nom de famille, et Matt, c'est son prénom. Donc voilà, il va me suivre un tout petit peu, et puis je vais vous présenter le lieu, donc géographiquement où on se trouve. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être connu. Voilà, donc le Valais en Suisse. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, on était français, jusqu'en 1815. On faisait partie du département de la Savoie. C'est Napoléon qui nous avait fait le plaisir de nous écarter les Haut-Valaisans qui sont des germanophones, mais qui sont revenus très vite après. On était sous dominance germanophone pour la suite. Donc c'est un canton bilingue, et vous allez le voir que dans une marque de territoire, c'est pas facile à gérer un canton qui a deux langues. On a beaucoup de difficultés dans un territoire, mais là, en plus d'avoir deux langues, c'était un peu difficile. Vous connaissez peut-être cette montagne, hein, c'est celle qui nous caractérise. Je crois qu'elle est à Disney World en entrant dans le parc. Vous voyez le Cervin, donc elle a été reproduite plusieurs fois. Maintenant, bon, pour le pays, donc c'est une vallée au centre des Alpes avec 49 sommets de plus de 4000 mètres. On est tout près de Chamonix, comme ça vous situe un petit peu pour la France. C'est un pays qui profite beaucoup du tourisme. 25% du produit intérieur brut est généré par l'économie touristique. Donc vous voyez que c'est extrêmement important. Un climat méditerranéen qui fait qu'on peut produire du vin, effectivement, hein, du vin normalisé ou pas, des vins qui, en fait, on fait partie des côtes du Rhône, hein, puisque le Rhône prend sa source chez nous en Valais, au glacier du Rhône. Donc voilà un tout petit peu pour vous situer. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui débute par une crise, par une petite douleur. C'était le 19 juin 1999, à 7h30 le matin. Le Valais était candidat à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2006. Et j'ai vécu un petit peu la même situation avec Paris. Nous avions le meilleur, comme vous d'ailleurs, hein, nous avions le meilleur dossier. Et les Jeux ne pouvaient pas aller ailleurs, c'était une évidence. Ce jour-là, il y avait 20 000 personnes pour entendre la décision, qui de toute façon ne pouvait être que Sion. 20 000 personnes, et pour vous dire, c'est peut-être intelligent, mais nous avions fait la fête la veille. C'est-à-dire qu'on s'était vu le vendredi soir. C'est brillant. On a fait la fête toute la nuit pour attendre le matin. Et quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Juan Antonio Samaranch, a prononcé le plus vilain mot que nous n'avons jamais entendu en Valais, c'était Torino. Et effectivement, en 2006, les Jeux ont eu lieu à Turin. Ces Jeux que l'on voulait organiser étaient complètement orientés sur le développement durable. Nous en avions fait notre USP, pour utiliser encore un terme pas très français, organiser des Jeux sur le développement durable. On a vu que c'était pas très facile. En tout cas, ça n'avait pas convaincu les délégués du CIO. Et puis, de mon côté, de nouveau, en tant que responsable du tourisme, je me disais, mais que peut-on faire de cette dynamique? C'était une dynamique juste extraordinaire. Vous savez, quand on a un grand projet, c'est génial de vivre dans une région qui a un projet. Ici, vous en avez un qui est extraordinaire. J'ai vu encore ce matin dans la presse les résultats de ces 20 ans. Voilà, c'est un beau projet, ça fait envie de continuer. Et on se disait, on ne va pas tout laisser tomber. Que peut-on en faire de cette dynamique de la candidature aux Jeux Olympiques? La première chose, c'est qu'on disposait, je ne vais pas vous faire lire, mais d'une charte du développement durable. Et là aussi, c'était assez précurseur, puisque la charte a été écrite et validée par notre Parlement. Alors, je vais être franc avec vous.
j'ai pas d'élus valaisans ici, je ne pense pas que cette même charte puisse aujourd'hui avoir le même succès au Parlement. C'était vraiment cette dynamique des Jeux Olympiques ben voilà, on avait la chance d'avoir un document qui m'a beaucoup servi parce que dans ce projet, on a souvent été au bout des choses et quand on va au bout des choses, on est assez vite, non pas critiqué, mais remis en cause. Et à chaque fois qu'une remise en cause arrivait sur le projet, je ressortais ce document, puis je disais, ben voilà, c'est votre décision, c'est la décision de ce gouvernement et on va le suivre. Donc voilà pour les bases de ce projet. Les mesures qui ont été prises, elles sont doubles. Tout d'abord, effectivement, on a tout à fait involontairement commencé à réfléchir à du marketing territorial. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas parti de la théorie. Aujourd'hui, c'est un peu incohérent. On a essayé quelque chose sans le savoir, et puis à la fin, on en a tiré une théorie. Voilà, c'est une manière de voir les choses, ça s'est fait tout naturellement. Le premier avantage de cette démarche, c'est qu'on avait extrêmement peu de moyens. Donc pas de pression, je vis aujourd'hui en France dans certaines régions qui ont lancé avec beaucoup de fast des nouvelles marques, c'est beaucoup plus difficile, il y a une pression énorme. Quant à nous, moi j'étais tout seul dans mon bureau et puis j'ai réussi à m'associer avec une dizaine d'entrepreneurs. Et puis on a pu travailler comme ça. Donc deux mesures. La première, c'était celle de créer une marque territoriale unique, et la deuxième, de regrouper des entreprises autour de ce thème qu'est le développement durable. Donc déjà là, on avait un binôme en fait entre du marketing et du management durable. Voilà, chaque fois que vous voyez maths quelque part, c'est qu'on change de thème. Donc ça, c'était pour l'historique. Maintenant, au niveau de la conception aujourd'hui, donc vous avez au cœur de la démarche cette marque. Je vais vous présenter rapidement ce qui a été fait. Donc au départ, on avait plusieurs marques sectorielles. Vous aviez une marque agricole, vous aviez une marque touristique, comme c'est le cas dans la majorité des régions. La grande difficulté avec des marques sectorielles, c'est qu'elles peuvent se contredire. Et vous le savez tous, le client, le consommateur est souvent le même. Donc il a un message qui lui arrive de l'agriculture chez nous qui disait c'est une agriculture traditionnelle, on est proche de la terre. Et puis vous avez un autre message qui vous arrive et qui est la même région, mais qui vous dit que quand vous parle d'innovation, on vous parle de nouvelles technologies, de modernisme, et puis le tourisme qui arrive dans tout ça avec encore un troisième message qui est celui du plaisir, de l'attractivité touristique. Donc c'est difficile d'avoir plusieurs marques. Pour une raison, c'est qu'on n'a pas le même message. Et la deuxième raison, vous l'aurez compris, c'est une question de moyens. C'est que les régions ne sont pas toujours très riches. Et parfois, il faut diviser les moyens en 3 ou 4 marques, ce qui est pas très performant. Donc voilà, le but était pour nous de les regrouper sous une seule marque. Alors, j'ai beaucoup aimé votre introduction. La marque, c'est pas simplement un logo, c'est beaucoup plus qu'un logo. Et ça devrait même pas être un logo. Moi, je rêve une fois d'une région qui crée une marque sans logo. Parce que ça serait l'aboutissement. Peut-être, je ne sais pas, j'ai peut-être lancé une idée. Mais tout de suite, quand on parle de marque, tout le monde se jette sur la boîte de crayons de couleur. Et on commence à décider un logo. Alors que si vous regardez une communication, quelle qu'elle soit, c'est pas le logo qui est mis en avant. Même en termes de publicité, une affiche, la surface que prend le logo sur l'affiche, c'est 2 à 3%. Et tout le reste, c'est un message beaucoup plus intense. Donc, ne pas commencer par faire un logo. Ce que l'on a fait, on a commencé par savoir, ou se poser la question de savoir qui l'on était. C'est-à-dire de définir son identité. Alors ça, les sociologues détestent. J'ai des amis sociologues, ils voulaient me pendre, et ensuite ils ont tous collaboré. Mais au début, ils disaient non, tu ne peux pas enfermer une région, un territoire, dans une marque. Et vous le disiez très justement tout à l'heure. Un territoire, c'est multiple. L'identité de ce territoire, c'est des milliers, pour nous, quelques centaines de milliers de personnes. Et puis en plus, ça change tout le temps. Mais ce qu'il faut comprendre ici, et c'est ce que je m'efforce de faire comprendre à tous les responsables de marques territoriales, c'est qu'on est sur une démarche qui
bien qu'orientée sur le citoyen, on le verra, est une démarche commerciale. On parle ici de marketing et malheureusement en marketing, on doit être capable de se positionner. Donc on s'appuie sur l'identité pour faire le positionnement, mais bien évidemment, c'est pas un travail sociologique. En aucun cas, on voudrait prétendre réinventer l'identité d'une région. Par contre, c'est assez surprenant, vous voyez ce que c'est que des vallées alpines. Chez nous, en Suisse, on appelle ça le réduit national. C'est-à-dire que c'est là où les gens des villes veulent enfermer les valeurs traditionnelles de la Suisse. En Suisse, on a tellement bien fait qu'on a fait des tunnels, c'est des vraies gruyères, hein, nos montagnes, avec des forts militaires à l'intérieur. Aujourd'hui, ils sont visitables et transformés en école pour certains. Donc voilà, cette identité-là ne collait absolument pas à notre peau. On n'aimait pas, et je crois que c'est le cas de beaucoup de régions alpines, on n'aime pas vouloir nous remettre dans une situation simplement qui rappelle le passé. Et on a un historien, un sociologue chez nous qui utilise un terme que vous allez beaucoup apprécier, c'est la Disneylandisation des Alpes. Alors qu'est-ce que il a utilisé encore cette semaine, je vais vous expliquer pourquoi, parce que dimanche passé, vous savez que les Suisses votent beaucoup, et dimanche passé, les Suisses ont voté pour stopper la construction de résidences secondaires dans les Alpes. Tous les cantons alpins ont dit non, on veut continuer à construire les résidences secondaires, à mon avis à tort, mais je ne vous dirai pas ce que j'ai voté. Par contre, la majorité, bien entendu, j'ai réussi à tenir toute la campagne comme ça. Hein. C'était pas triste. La majorité du peuple suisse, qui vient bien entendu des villes et du plateau suisse, a demandé, a imposé aux régions de montagne de ne plus construire de résidences secondaires. Avec une limite à 20%, mais quand on sait que la majorité des stations sont chez nous à 70, 80%, c'est un frein brutal. Et ce sociologue disait, on va de nouveau Disneylandiser les Alpes. C'est-à-dire apporter de la magie. Voilà, non. Alors c'est vrai que ce qui est fait doit être fait de manière authentique. Et l'authenticité, c'est la vérité. Chez nous, l'authenticité souvent a été confondue avec un certain style de vie. On retrouvait des sociétés qui mettent des vieux costumes d'époque, d'ailleurs qui sont les costumes parisiens, puisque étant sur l'axe Paris-Milan, nos ancêtres, enfin il y a 2 ou 3 générations, un peu plus, achetaient des étoffes qui venaient d'ici. Donc la Disneylandisation, c'est quoi? C'est quitter cette authenticité. C'est de dire, Disneyland, c'est authentique, c'est de la magie, on sait ce qu'on a ici. Et vous n'avez pas une autre identité à Disney que celle qui est la vôtre. C'est pas transposable. L'identité d'une région alpine n'est pas la même. Et je trouvais très méchant de la part de ce sociologue de dire qu'on voulait Disneylandiser les Alpes. Donc voilà, définir son positionnement, c'est un gros travail sur l'identité. C'est un travail aussi sur les concurrents. On s'est posé la question des besoins des clients, enfin un travail de base marketing. Ça a débouché sur ceci, donc l'identité on l'a découpée comme si notre région était une personne, avec un visage, avec un caractère. On dit des Valaisans qu'ils sont un peu comme tous les montagnards, hein, un peu rudes, un peu durs. Voilà, il y a aussi d'autres traits de caractère qui sont sortis. Tout ça pour arriver à un concept identitaire qui se base sur 6 points. Le premier, c'est le contraste. Alors chez nous, c'est toujours blanc ou noir, autant dans le caractère que dans le pays. C'est chaud ou froid. Vous passez de 4000 mètres avec des moins 20, moins 25 degrés, et puis en pleine, on a un climat méditerranéen. C'est beaucoup de plaisir, hein, comme tous les pays qui aiment la gastronomie, qui aiment le vin. Et puis une osmose aussi entre la nature et le paysage. Donc c'est à partir de là qu'on a pu commencer à se poser la question des valeurs qui prédominent derrière cette marque. Pour vous présenter ces valeurs, je vous ai juste pris un petit clip. C'est pas un clip publicitaire, c'est un clip qu'on présente à nos entreprises pour savoir si elles se retrouvent dans ces valeurs, parce que bien entendu ensuite c'est ces entreprises-là qui seront les membres de Valais Excellence. Donc juste un tout petit clip de 2 minutes pour vous présenter ces valeurs. C'était pas la musique du film.
peut-être baisser un tout petit peu la lumière, je ne sais pas si... Voilà pour toute la complexité de ce pays. Donc ce que l'on a pu constater dans ce petit clip, c'est d'abord que c'est une démarche qui touche tout le monde, tous les métiers, pas seulement un métier. C'est une démarche qui a comme valeur centrale l'humain. Alors bien sûr vous allez me dire mais quelle région n'a pas comme valeur centrale l'humain, ça n'existe pas. Ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que lorsqu'on a analysé la manière dont on communiquait auparavant, on s'est rendu compte, peut-être inconsciemment, que l'humain on le gommait de toute communication. On avait des paysages, des panoramas qui étaient si beaux qu'il ne fallait pas qu'on voit quelqu'un, on avait l'impression de gâcher des panoramas. Et je crois que ce n'est pas vraiment différent sur certaines régions alpines. Et c'était comme ça, on ne mettait pas de vie dans nos communications, alors que nous sommes rendus compte que ce n'était pas les 49 sommets de plus de 4000 mètres qui faisaient notre identité, mais beaucoup plus les Valaisannes et les Valaisans. À partir de là, on a vraiment essayé de créer un positionnement qui commence par un pays. Et un pays, c'est des hommes, c'est des femmes, et c'est ce que l'on a voulu tout d'abord montrer derrière cette marque. Et puis ensuite, la source des Alpes. Tout d'abord, le mot source, vous l'avez vu, correspond assez bien à notre identité, quand on parle de dynamisme, de pureté, de naturel. Voilà, c'était ça. Et puis les Alpes, étant au cœur des Alpes, il est bien évidemment qu'on allait l'utiliser. À partir de là, on a créé une boîte à outils. C'est ce document qu'on a ici, que je vais vous présenter brièvement, pour tous les acteurs de la communication. Donc tout acteur, qu'il soit public ou privé seulement s'il a fait la démarche Valais Excellence, donc s'il est une entreprise certifiée, peut utiliser cette boîte à outils pour adapter sa communication au code de marque de la marque. Alors quels sont ces codes? Tout d'abord un logo. Vous voyez que le logo n'arrive que maintenant. C'est pas, on a parlé d'identité, on a parlé de valeur, et seulement maintenant on parle du logo. Alors, comme dans toute démarche, on a eu quelques difficultés, pour nous des grosses difficultés. La première, c'est qu'on en a voulu être, non pas intégriste du marketing, mais aller au bout des choses. Et on s'est dit qu'une région ne pouvait avoir qu'une marque, donc un logo, quand bien même on a deux langues. Alors, on a créé un logo avec la marque Valais. Le nom en allemand est Wallis, je pense que peu d'entre vous ont entendu ce terme-là. On a fait des études de marché en France, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, et on a constaté que c'était la bonne solution. Bien entendu, c'est un terme qui est utilisé aussi par nos amis germanophones. Sauf que en Valais, les germanophones sont minoritaires, c'est-à-dire qu'ils représentent 30% de la population, et ça a créé pas très loin d'une guerre civile. Mais c'était vraiment extrêmement violent. La Suisse en a parlé pendant en tout cas 2 mois. On a dû créer une deuxième marque que vous voyez ici.
Personnellement, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a démontré une fois de plus qu'effectivement, il y a, même si on parle de marketing, il y a une dimension territoriale qui est très forte et qu'il faut prendre en compte. On n'est pas les seuls à avoir fait cette erreur. Si vous connaissez la région touristique du Sud Tyrol, le Sud Tyrol qui est l'Alto Adige, qui est une région italienne. Le Dr Engel, qui est le directeur de la marque Sud Tyrol, m'a toujours dit « J'utiliserai toujours la marque de mes clients, c'est-à-dire la marque en allemand, puisque 90% de sa clientèle est germanophone. » Si vous allez aujourd'hui au Sud Tyrol, vous allez voir que le logo a été décliné en Alto Adige. Donc on a à peu près fait tous la même expérience, malheureusement sans apprendre les uns des autres, c'est souvent comme ça. Et pour nous, ça a été quelque chose d'assez douloureux. Et aujourd'hui, dans quelques semaines, on sera présent dans un salon dans le Haut-Valais, 2 ans et demi après, et je vous assure que c'est encore un thème qui est d'actualité. Bon, une médaille a toujours deux faces, et le bon côté de la médaille, c'est qu'avant même d'avoir investi le premier franc en publicité, toute la Suisse avait parlé de cette marque. On avait un taux de notoriété de 100% en Suisse, avant même d'avoir publié le premier prospectus ou la première affiche. Comme quoi, voilà. Deuxième élément de code, c'est l'étoile. Hein, c'est un signe qui, pour nous, rappelle certaines valeurs, la valeur qualitative, le guide qu'on retrouve. Et puis, un code couleur, une palette de couleurs, voilà, qui, elle aussi, correspond à notre identité. Chacune de ces couleurs a été analysée en fonction des valeurs. Ça paraît simple aussi comme ça, mais je vais vous citer une petite anecdote pour bien expliquer ce qui se passe réellement quand on la met en application. Donc on ne maîtrise pas les gens qui communiquent. On avait par exemple la branche des fruits et légumes, puisqu'il y a des fruits et légumes, des abricots chez nous, et même maintenant des kiwis. Là aussi, les effets collatéraux du réchauffement climatique, on a des kiwis, des figues et des abricots en Valais. Voilà, c'est pas toujours réjouissant. Et ces gens étaient en train de choisir leur carton. Et ils me téléphonent pour me dire oui, écoute, Yvan, le carton, là, il est noir. Quel logo je mets dessus? Est-ce que je mets le logo en noir et blanc ou est-ce que je mets le logo en rouge? Puis je leur dis mais votre carton, il est quelle couleur? Ah, on a décidé de faire quelque chose d'extrêmement classe. On va faire ça noir et or. Je dis, bon, vous bougez pas, alors le Valais c'est tout petit, donc j'ai pris ma voiture, je me suis dépêché d'aller les voir. Puis j'ai dit, expliquez-moi où vous avez vu que le noir et l'or fait partie non seulement des couleurs, mais de nos valeurs. Est-ce que le mot classe fait partie de nos valeurs? Non, pour moi, le noir et l'or sont des couleurs du Jura, hein, avec l'horlogerie. L'horlogerie est une branche qui utilise beaucoup le noir et l'or, et je comprends ça très bien. J'imagine que mon prédécesseur ici sur ce plateau hein, de LVMH connaît bien aussi ces couleurs-là, mais ce n'est pas des couleurs qui sont dans nos valeurs. Donc il faut arriver à se faire violence et à rester sur des valeurs et un message qui est clair. Bien entendu, on a choisi aussi une typo, de nouveau toujours en fonction de ces valeurs. Et puis le plus important, c'est des briefings pour les photographes. Donc vous retrouvez dans ce guide toute une série de pages qui vous expliquent, si vous voulez mettre en avant le partage, le côté humain, eh bien techniquement il y a une approche à avoir. Par exemple, la hauteur de l'objectif de l'appareil photo doit être à la hauteur des yeux. Tous les photographes savent ça. Voilà, ça c'était pour le guide de marque. Petit passage par chez vous. Je vous ai dit qu'il n'était pas très respectueux, hein, il ne faut pas lui en vouloir. Résultat, en termes d'application, donc aujourd'hui on retrouve cette marque un peu partout, hein, que ce soit sur les transports. Vous connaissez peut-être ce type de cartes postaux, comme on l'appelle chez nous. Ils ont une très belle musique quand ils klaxonnent. Des outils de transport un peu plus modernes. Ça c'est un vélo que nous avons développé avec les chemins de fer, et que vous transportez dans vos chemins de fer, dans vos trains, il est pliable. Et bien entendu, ça a influencé toute la communication, ici la communication touristique. Donc Valais Tourisme, hein, qui est le CRT du Valais, tout le monde a passé à l'application de ces codes de marque, tout en gardant sa propre identité. Ici, par exemple, le site de Valais Tourisme. C'est une région, comme je l'ai dit, malheureusement assez connue ces jours. Vous voyez qu'ici, ils ont gardé le bleu, qui est leur identité, et puis ils ont intégré des codes de marque. On voit l'étoile au-dessus du skieur, on voit le skieur, bien entendu le logo, une explication sur Valais Excellence. Crans Montana, on en parlait tout à l'heure, donc c'est pas Montana Crans, mais bien Crans Montana, vous avez raison.
Voilà leur campagne. Et puis, on ne se limite pas au tourisme. Ceci est une campagne en haut à droite d'une banque, la Banque cantonale du Valais, et d'une radio locale, d'une radio indépendante. Les événements, bien sûr, sont un support intéressant pour cette marque. Et puis là, on est dans l'agrotourisme et dans les produits du terroir. Donc, l'agriculture a complètement intégré ces codes de marque. Ici, par exemple, une entreprise privée de fruits et légumes qui intègre ces marques. Voilà pour l'application. On passe au deuxième thème. Je vais dire, on a deux thèmes qui se soutiennent. Le premier, c'est le marketing, et le deuxième, c'est le management durable. Qu'est-ce qu'on veut? Nous, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas parler de management ou de développement durable dans une région sans y intégrer les entreprises. Ça aussi, ça a l'air une lapalissade, mais une banalité. Mais si on voit les outils que l'on dispose aujourd'hui pour mettre en place du développement durable, c'est souvent des outils qui s'adressent à des collectivités et assez peu aux entreprises. Donc pour nous, c'était important d'avoir des entreprises. Pourquoi? Tout d'abord parce que la qualité, vous le savez mieux que personne, aujourd'hui, la qualité est un des éléments du marketing mixte. Le consommateur est devenu communicateur à une échelle juste incroyable. Alors ici, à titre d'exemple, j'ai pris un hôtel que vous connaissez tous aujourd'hui, ce genre de site, bien sûr, avec des notes, avec des commentaires. Donc le consommateur est devenu le principal canal de communication d'une entreprise. Ce n'est plus le producteur qui communique, mais le consommateur. Et pour nous, c'était important d'intégrer la qualité et le management dans cette démarche. Voilà, c'est ce projet qui s'appelle Valais Excellence. Les objectifs de ce projet étaient multiples. D'abord, c'était de favoriser l'échange d'expériences, d'offrir un positionnement plus clair pour des entreprises que nous considérons comme citoyennes, de créer un label, d'amener une nouvelle culture dans l'entreprise, notamment par rapport à ce qu'est l'environnement, et puis aussi d'amener des concepts de management un petit peu modernes. Alors, Monsieur Lolo l'a dit tout à l'heure, j'étais non pas un fan, mais en tout cas un utilisateur de ces normes internationales, ISO 9001 notamment. Ces normes ont mauvaise presse en France, en Suisse, dans beaucoup de pays. C'est dommage parce que l'esprit de ces standards est extraordinaire. On voit aujourd'hui plus d'1 million d'entreprises dans le monde utilisent ces normes. Et nous, plutôt que d'inventer de nouvelles normes, de nouveaux critères, on a décidé de s'appuyer sur ces normes. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise durable? Quel type d'entreprise peut aujourd'hui prétendre porter le titre d'entreprise citoyenne d'un territoire? On a défini quelques critères, ils ne sont pas exhaustifs. La première, bien entendu, c'est de créer de la richesse. C'est d'amener, surtout pour des populations de montagne, d'amener de la valeur ajoutée de façon à pouvoir conserver des populations dans des sites difficiles. Préserver le patrimoine environnemental, bien sûr, social, culturel, respecter les populations locales. Dans le tourisme, on le sait, c'est une des grandes difficultés. On a par exemple chez nous beaucoup d'investisseurs qui viennent des pays de l'Est, c'est très bien, mais ça doit rester maîtrisable par les populations locales. Et ça, c'est malheureusement très difficile à maîtriser, puisque lorsqu'on vous dit qu'on va faire un projet dans votre station qui est en train de mourir, et que ce projet est de quelques 300 à 400 millions d'euros, eh bien c'est assez difficile à respecter ce principe. Le développement durable, bien sûr, qui est au cœur, des partenariats, travailler ensemble. Et puis pour ce qui concerne les entreprises, c'est d'être performant, bien sûr, d'être innovant, d'avoir une qualité élevée, avoir une certaine vision du futur, et ce qui pour nous est plus important, c'est d'avoir une dynamique d'amélioration dans le management. Beaucoup de labels se basent simplement sur des critères qui sont des radiographies ou des photographies d'une entreprise. À un certain moment donné, vous avez mérité le label. Chez nous, c'est un petit peu différent. Il y a bien entendu la qualité, mais il y a surtout la dynamique et les outils que l'entreprise met en place pour être meilleure demain. C'est un pari sur l'avenir. Donc, pour pouvoir porter la marque Valais et Valais Excellence, vous devez non seulement démontrer que vous répondez à ces critères-là, mais en plus, et c'est le dernier, vous devez démontrer que vous avez mis en place toute une systématique pour vous améliorer en termes de gestion de l'environnement, pour vous améliorer en termes de gestion sociale et pour vous améliorer en termes de qualité. Voilà, ça donne un tableau de ce type qui sera l'outil de travail de nos auditeurs.
Résultat des courses, aujourd'hui, on est à 145 entreprises. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Donc, ces entreprises ont dû se faire certifier selon les normes ISO 9000 pour la qualité, ISO 14000 pour l'environnement, plus tous ces critères. C'est un travail d'une année à une année et demie. La plus petite entreprise compte 0 employé. Et je ne sais pas si on peut appeler ça une entreprise. C'est en fait une organisation bénévole qui organise une course de vélo et qui est certifiée selon les mêmes règles, les mêmes normes que de toute grande entreprise. Bien entendu, de tous les secteurs économiques. Pour ces entreprises, il faut bien entendu amener des instruments d'aide. On ne peut pas simplement leur dire, pour porter la marque du territoire, tu dois être certifié ISO 9001, etc. Il faut leur donner des aides et c'est des synergies. Aujourd'hui, les 140 entreprises certifiées aident les nouvelles entreprises à certifier, toute une série d'outils informatiques. Et puis, bien entendu, la chance pour ces entreprises d'être mis en avant. Voilà pour ce qui est de Valais Excellence. C'est parfois un peu difficile à comprendre, on passe du marketing à la qualité, mais comme je vous l'ai dit, pour moi aujourd'hui, la qualité d'une prestation, la qualité d'une entreprise est un élément central du marketing mixte. Pour terminer, la population, donc en termes de communication, on avait assez peu de moyens, et pour nous, on avait décidé de s'appuyer à fond sur les citoyens. Là aussi, on a un petit peu révolutionné la manière de communiquer dans la région, puisque pendant longtemps, le CRT, dont je faisais partie, disait, en termes de communication, c'est le Valais valaisan et le reste du monde à Valais Tourisme. Donc, ne vous mêlez pas de communication, nous savons ce que nous devons faire. Aujourd'hui, avec le Web 2, avec les réseaux sociaux, vous savez tous que votre toile, vos amis sont un petit peu partout dans le monde. Et vous êtes, vous aussi, en tant que citoyen d'une région, des grands communicateurs, bien plus qu'on ne l'était il y a quelques années. Et c'est là-dessus qu'on a voulu construire. On a construit cette communauté qui s'appelle Valais Community, communauté qui a pour ambition d'amener des bonnes idées à nos futurs clients, de parler d'entreprise. On parle de destination également. Et puis cette communauté vit, elle porte les mêmes valeurs que la marque, elle porte les mêmes valeurs que les entreprises Valais Excellence, et elle vit, par exemple ici, sur une petite activité que l'on a réalisée avec les membres du club. C'était la construction du logo avec les gens de la communauté. Voilà, je ne vais pas vous parler trop longtemps de ce que c'est qu'une communauté, hein, vous le savez tous, mais ici on se retrouve entre gens qui aiment cette région, ça peut être aussi des autres qui en parlent. Ce qui est extraordinaire, très franchement, je suis pas encore aujourd'hui très versé sur les réseaux sociaux. Vous allez me trouver sur Facebook, pas de problème, peut-être avec un profil un petit peu trop professionnel, sur LinkedIn également, mais j'étais pas un féru de réseaux sociaux. Et mes collaborateurs me disaient, il faut y aller, ça va marcher. Je dis, ok, on se donne une année et demie. On met les moyens. Quand j'ai présenté au conseil d'administration les résultats de la communication de ces réseaux, ils ne s'en revenaient pas et moi non plus. Regardez ici par exemple une toute petite activité, ça s'appelle une via ferrata. Vous savez, vous grimpez des falaises avec des marches qui sont préétablies, c'est tout à fait sûr. Cette via ferrata a été vue, c'est un chiffre que vous n'arrivez pas à lire là, a été vue en 2 semaines 1886 fois. Lorsque je montre ça au directeur de l'Office du tourisme de Saillon, qui, lorsqu'il a publié le plus de prospectus, ça a publié 300, dont 200 sont restés sur le guichet de l'Office du tourisme, il me dit c'est pas possible. Et pourtant, oui, c'est possible. Lorsque l'on donne la parole aux gens, lorsque l'on fait envie aux citoyens de s'exprimer sur leur région, ils le font et de manière extrêmement performante. Même chose avec le risotto aux asperges du Valais, qui a été vu 2878 fois. Alors si ça vous dit, il est toujours sur Valais Community. Voilà, autre activité que l'on a menée ici, un tout petit peu plus sérieuse, c'était organisé par la police de la région, qui se demandait comment retrouver quelqu'un qui avait disparu. Et pour faire ce test, ils ont déposé des ballons, les ballons blancs avec ces chiffres, dans tout le canton. Et puis les communautés devaient se mettre en route pour retrouver ces ballons. Et Valais Community, bien entendu, on était favoris et on a gagné. Il nous a fallu, en termes d'heures, je sais
plus exactement, je crois que c'était 8 heures ou 9 heures pour trouver les 10 ballons qui étaient répartis partout sur le territoire. Donc après quelques heures, on avait trouvé tous ces ballons. Voilà, ça c'était pour la communauté. Quelques éléments qui sont presque des points de détail, c'est qu'à partir de là, une fois que vous avez bien défini vos valeurs, vous pouvez développer des produits. Et aujourd'hui, on a développé des produits, ici par exemple une eau minérale, qui n'existait pas. On est tout près d'Évian, hein. On est voisins à quelques 20 km d'Évian, mais nous n'avions pas d'eau minérale et on a créé cette eau dont la marque est propriétaire, c'est-à-dire que c'est la première fois, en tout cas pour ma part en tant que professionnel du marketing, que chaque fois qu'on voit ma marque, qu'on voit notre logo, on est payé. En clair, le producteur nous donne une royalties sur la vente des bouteilles. Donc en même temps, vous faites de la pub et vous touchez des royalties. Et eh bien, ça marche bien. Il y a un autre produit aussi qui est un produit innovant. On l'a développé à base de seigle, puisqu'on a des plantations de seigle chez nous. On a créé une petite friandise à base de seigle et ça marche très très bien. Voilà pour les produits dérivés. Pour terminer, pour résumer un tout petit peu tout ça, ce que nous avons appris, hein, je vous l'ai dit, on a fait les choses à l'envers. On a commencé par la pratique et puis on a terminé par la théorie. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Donc, premier élément qui est central, il faut donner du sens aux marques. Une marque, c'est pas simplement un logo. C'est vraiment quelque chose qui a une identité, qui a du cœur, qui a une âme, et vous l'avez dit hein, tout à l'heure. La qualité est un élément du marketing mixte, on en a parlé. On ne peut plus communiquer sectoriellement en étant parfois discordant. Il faut être cohérent. Alors être cohérent, c'est difficile. Je vous donnerai juste une anecdote, c'est que nous avons dit notre marque est une marque respectueuse de l'environnement. Là aussi, je ne connais pas beaucoup de régions qui ont dit nous avons une marque qui n'est pas respectueuse de l'environnement. Ok. On a sur notre territoire une manifestation sportive qui est organisée, qui est un rallye, comme le rallye de Corse, et qui est en train de monter en gamme hein, en termes de reconnaissance. Lorsque l'organisateur est venu me voir, il m'a dit « Je t'offre des surfaces publicitaires sur les voitures pour parler de ta marque. » Et puis je lui ai dit non. Je lui ai dit non, pour moi, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Il m'a dit, mais tu te rends compte, c'est 180 journalistes, c'est toutes les chaînes, on va voir le Valais partout dans le monde, et toi tu me dis que tu ne veux pas. J'ai dit non, je ne veux pas parce que ça ne fait pas partie de nos valeurs. C'est remonté jusqu'au Parlement. Donc vous savez que la Suisse est une confédération, donc chaque canton a des pouvoirs extraordinaires, ça ferait envie aux élus de la France. Et ils ont débattu de ce fait que la marque Valais se permettait de refuser une telle opportunité. La réponse a été de nouveau très claire, très facile à donner. En boucle à boucle, je leur ai montré leur charte du développement durable. Je leur ai dit, ben voyez, je ne fais que respecter ce que vous avez fait. Donc c'est pas facile. Le plus dur en marketing, c'est de dire non. C'est beaucoup plus facile de dire oui. Et puis surtout prendre le citoyen comme un acteur de la communication. Pour ce qui concerne les entreprises, vous avez vu, les exigences sont extrêmement hautes. On est parti du principe qu'on voulait faire de l'aspiration par le haut. Au début, la même chose, on nous a dit, vous êtes complètement à côté de la plaque, hein, comme on dit chez nous. Vous n'allez pas trouver 10 entreprises qui vont vouloir se certifier ISO 9000, ISO 14000. Aujourd'hui, on en a 150, et quand je demande aux entreprises pourquoi elles viennent, elles me disent, je viens parce que c'est exigeant. Une marque n'a de valeur que si elle est exigeante. Autrement, elle n'a pas de valeur. Tout le monde peut l'avoir, ça n'a pas de valeur. Et une marque n'est attrayante pour l'entrepreneur que si elle a de la valeur. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est inévitable. On doit être exigeant. Intervenir sur la culture de l'entreprise, parler d'amélioration et pas de photos immédiates. On fait très attention à amener de la valeur ajoutée aux entreprises et pas de les alourdir. Et puis s'appuyer sur des entreprises citoyennes. Ça fait vraiment plaisir de voir aujourd'hui les entreprises qui participent. Voilà, pour terminer sur la théorie, mais là vraiment, c'est qu'est-ce qu'on en a retiré. On s'est même amusé à faire un petit logo, il est pas utilisé hein, pour l'instant. C'était de se dire, mais qu'est-ce qu'on a appris de ces entreprises citoyennes, et on a défini toute une série de critères qui, aujourd'hui, pourraient être les mêmes dans toutes les régions. On part du principe du développement durable, qu'une entreprise citoyenne, quelle que soit la région, répond aux mêmes critères, mais en plus, la région a ses propres valeurs. Donc ce que l'on voit ici, c'est qu'on est en train de travailler avec d'autres régions en Europe pour créer ce concept hein, qui serait de dire quelles sont les exigences minimum que j'ai pour pouvoir me dire citoyen et quelles sont les exigences supplémentaires d'une région. C'est ce que l'on voit ici avec ces 3 couches, hein, le résultat de l'entreprise en bleu et puis des exigences qui sont différentes d'une région à l'autre.
Terre, j'espère avoir respecté le temps à peu près comme en bon Suisse, j'ai respecté le temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me réjouis des questions. Qui prend ? Oui, M. Lémon, c'est très intéressant, merci. Dites-moi, avez-vous des marques concurrentes sur le territoire suisse ou à proximité de votre région? Et comment jouez-vous les synergies à une échelle supérieure à celle de votre canton? Oui, bien sûr, c'est une question qui se pose pour toute région touristique. À quel moment est-ce qu'on vend, on se vend avec Suisse Tourisme? À quel moment on vend la marque suisse? À quel moment on vend la marque Valais? Pour nous, la réponse tient au consommateur, au client. Si l'on est par exemple sur des marchés asiatiques, vous n'allez jamais voir la marque Valais. Vous allez voir la marque suisse. Donc il y a un partenariat qui est très fort et on a défini jusqu'où allait notre périmètre de communication. Et à partir de là, c'est des marques qui sont concurrentes. À l'inverse, c'est valable aussi. Il y a une marque dont je n'ai pas parlé et qui est valaisanne, c'est Zermatt. Zermatt est une marque très connue. Aujourd'hui, Zermatt se vend Zermatt et pas Valais. Et lorsque je vais voir les gens de Zermatt, ils me disent oui, mais Valais Tourisme veut absolument qu'on se vende sous Valais. Je dis non, vous vous vendrez sous Valais le jour où Valais vous amènera plus de nuitées que Zermatt. Et un jour, ce sera le cas. Un jour, on aura suffisamment bien travaillé pour que les gens de Zermatt viennent nous dire on aimerait pouvoir porter la marque. Et je crois avoir entendu, avant de partir du Valais, quelques bruits qui me disent que ce temps-là n'est plus très loin. Donc, les périmètres de communication sont connus, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la puissance de la marque. Utilisons les outils qui nous amènent le plus de touristes, simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu. La question que je me pose, c'est que font les autres entreprises qui ne sont pas parmi les 147? Elles agissent comment et ont-elles créé quelque chose de concurrentiel, quelque chose de différent? Qu'est-ce que vous avez comme vision sur le reste du territoire qui n'est pas intégré dans votre marque? Tout le territoire est intégré indirectement par les citoyens. Aujourd'hui, les entreprises qui ne font pas partir, on leur donne toujours le même message. La marque Eva l'Excellence, c'est quelque chose en plus, c'est volontaire. Et il y a un élément, je ne l'ai pas cité, mais pour moi, il y a une valeur fondamentale dans ce type de démarche, c'est le volontariat. On n'a aucune entreprise qui est là parce qu'elle était obligée de venir. Donc, premier élément, les gens qui viennent ici sont volontaires. Et le deuxième, c'est qu'on n'a rien enlevé aux autres. Ils ont exactement la même efficacité qu'avant, mais ils ne disposent pas de cet outil, pas encore. Et le but, c'est de leur faire envie de venir. Et on a aujourd'hui toute une série de démarches pour des entreprises dont le type est peut-être plus compliqué. Je pense à des petites caves, je pense à des restaurants qui aujourd'hui sont en train de se regrouper pour pouvoir obtenir la marque. Et, on a gagné 2 fois. Hein. On a gagné une fois parce que c'est des nouveaux membres pour nous, c'est des gens qui vont communiquer sur la marque, mais on a gagné aussi parce qu'on a réussi à les fédérer, on a réussi à mutualiser certains éléments, et aujourd'hui c'est que du bonus. Donc la réponse, elle est simple, c'est le temps. Il faut prendre le temps. Nous, ça fait 10 ans qu'on le fait, on est tout au début, et heureusement, je le disais tout à l'heure, heureusement qu'on ne s'est pas mis la pression en se disant, voilà, on a 2 ans pour avoir 500 entreprises. Non, on a le temps et on laisse venir les gens vers nous tranquillement. Je ne peux pas répondre à la recette sur le risotto aux asperges. Hein, J'avais peut-être une question comme ça, bon, pour animer, mais pas seulement. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai donné en étude de cas votre exemple aux étudiants de master tourisme. Donc je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. Parce que c'est aussi, bon, à l'époque vous débutiez, donc il n'y avait pas beaucoup d'éléments, mais ça m'avait semblé déjà pertinent, et je me disais, bon, quelle bande de fous, mais les Suisses, comme j'en ai une à la maison, mais pas une valaisanne, donc, mais aussi d'un canton qui a été germanique. Donc, je me suis dit, bon, finalement, ils sont peut-être pas aussi fous. Et du coup, je vous ai un petit peu suivi vos activités. Et moi, ce qui me semblait assez fou à l'époque, c'était que vous partiez d'une démarche qualité. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ils vont à la fois mêler une identité, de la qualité, et pourquoi les entreprises restent certifiées comme ça pour adhérer à une marque Valais, bon, qui, ça va les aider à se vendre, mais où?
Alors, je me disais, bon, tout ça, alors je suis content que ça marche pour vous, et en même temps, ça me laisse quand même un tout petit peu perplexe. C'est-à-dire qu'on part d'un référentiel, on part, voilà, et puis en même temps, on part du territoire, de ses valeurs, donc vous avez parlé de l'humain, de l'environnement, etc. Alors, d'un côté, on parle de normalisation, des choses très concrètes, voilà, des procédures à mettre en place, etc. Pour des entreprises, c'est coûteux, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps aussi, ça bouleverse des habitudes. Et en même temps, on se dit bon, qu'il faut quand même avoir une certaine surface financière, une certaine surface, etc., pour passer à ce type de processus. Et donc, on se dit, qui s'intéresse ? Ça intéresse globalement déjà des boîtes bien installées, etc. Et on voit que c'est finalement à la fois le cas et pas le cas, puisque en même temps, cette marque est recherchée aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit. Donc moi, je dis, bon, c'est un pari, mais en même temps, c'est un pari qui est très difficile à tenir, et je ne vois pas tellement comment vous arrivez encore à faire le lien, et à pas trop dissocier entre l'aspect, j'allais dire, procédural, et puis l'aspect valeur du territoire. Ça, j'avoue que j'aimerais être un peu plus convaincu. Et d'autre part, je me dis, mais bon, vous dites que les entreprises sont volontaires, je comprends tout à fait. Il y a un pouvoir d'attraction, et donc à partir du moment où la marque a un pouvoir d'attraction, on peut supposer qu'effectivement elle attire et que des gens viennent. Mais au départ, comment vous faites ? La marque, elle a strictement, bon, Suisse, ça se vend très bien, bon, Valais, bon, c'est à peu près où ça se trouve, surtout quand on est suisse, bon, c'est, voilà, bon. Ensuite, effectivement, quand on va sur un salon en Asie, on va vendre la Suisse, pas le Valais, bon, c'est OK. Donc, je me dis, une entreprise, quel intérêt véritablement au départ à dans cette accroche ? Si ce n'est que, si je fais une démarche d'ISO 9000, ISO 14000, je me dis, tiens, il y a une marque Valais qui existe, pourquoi pas en profiter ? Mais en même temps, il y a une co-construction, parce que si l'entreprise vient, elle donne de la valeur à la marque Valais. Donc il y a une double démarche. Et puis enfin, dernière question, je me disais, est-ce qu'il y a des entreprises étrangères, étrangères au territoire, mais même étrangères, qui sont installées dans le Valais, et qui réclament cette marque Valais après tout ? Puisqu'elle est universelle, cette marque, à partir du moment où vous êtes voilà. Et je me disais, quel est leur intérêt quand vous êtes une entreprise X ou Y, connue à l'international, machin, qui s'installe là, et hop, de vous coller le logo Valais. Après tout, on nous dit que les entreprises sont nomades. Alors là, pour le coup, vous êtes identifié un territoire. Alors pour une entreprise qui est censée être nomade, puisqu'on parle de délocalisation, de mondialisation, etc., donc il n'y a plus de frontières, c'est un peu bizarre d'accrocher à son logo le Valais. Je comprends qu'une entreprise valaisanne qui vend du vin, du Valais, etc., s'accroche, mais une entreprise X qui est a priori pas identifiée Valais, voilà, c'était un petit peu mes interrogations là-dessus. Bien, je vous remercie pour ces questions. Elles sont extrêmement pertinentes, tellement pertinentes que pour la première, ça a effectivement un petit peu changé. Au début, je vous l'ai dit, on est parti au hasard, comme ça, il n'y avait pas de planification, il n'y avait pas de projet même. D'ailleurs, le nom Valais Excellence devait durer 3 semaines, jusqu'à la prochaine fois qu'on se voyait, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine séance. Et puis, c'était le nom de projet, et puis c'est devenu le nom du produit. Effectivement, les systèmes de management, tels qu'on les conçoit, ne sont pas l'objectif. Pendant longtemps, on a cru que c'était l'objectif. L'objectif, c'est, ce que je vous ai montré tout à l'heure à l'écran, c'est comment est-ce que j'identifie des entreprises citoyennes. Ça, c'est mon premier objectif. Et la norme n'est qu'un moyen pour y parvenir. Elle n'est pas l'objectif. Alors pour certaines entreprises, vous avez raison, elles sont venues chez nous en nous disant, avec vous, on va se faire certifier beaucoup moins cher, puisque vous êtes habitué au PME. Notre objectif, on est là chez vous pour pouvoir payer moins cher des normes ISO. Ok, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Aujourd'hui, on n'a pas foncièrement changé la démarche. Simplement, on a ressorti cette normalisation ISO en disant l'objectif, c'est de bien savoir si l'entreprise a une dynamique de progrès, a une dynamique d'innovation, et puis on se pose la question de savoir quels moyens. Il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'autres moyens qu'ISO. Donc, dans le fond, on n'a pas changé, mais il se pourrait, et c'est le cas dans d'autres régions dans lesquelles je travaille, où l'outil qui permet de démontrer que l'entreprise est citoyenne n'est pas la norme ISO 9001 ou ISO 14001.
Donc voilà, je suis très très impressionné parce que vous avez une connaissance du projet que je n'avais pas. J'ai vraiment dû me faire des réflexions il y a quelques temps pour me dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que vraiment on est en train de construire sur des normes ou est-ce qu'on est en train de vouloir créer une marque? Donc voilà pour la première question. La deuxième question, pourquoi est-ce que les entreprises viennent chez nous simplement pour une marque qui effectivement a une notoriété, une image qui n'est pas mondiale, loin de là? De plus en plus, c'est le partage. C'est de participer à une démarche territoriale. C'est très très fort. Aujourd'hui, il faut y être. Un bon entrepreneur qui est leader de sa branche, qu'il soit ingénieur, qu'il soit artisan, un bon ingénieur se doit de faire partie du club des entreprises leaders du canton, c'est-à-dire de Valais Excellence. Voilà ce qui pousse aujourd'hui ces entreprises. Après, elles ont toute une série d'avantages et de valeurs ajoutées qui leur sont générées, mais c'est pour ça principalement qu'elles viennent. C'est vraiment une démarche citoyenne dans le sens où, oui, si je mets la marque sur ma communication, je vais aider à la communication de la région, mais en même temps, la région aide à ma communication. Et ça, je l'ai vu dans d'autres régions, je pense notamment à l'Auvergne. Vous avez vu le lancement de la marque Auvergne Nouveau Monde. J'étais à ce lancement. Et c'était impressionnant de voir les gens de Michelin qui ont rapatrié sur Clermont-Ferrand, je crois quelque chose comme 3000 ingénieurs dans l'ensemble du monde. Ils disaient, notre problème à nous, chez Michelin, c'est la notoriété, c'est l'image de la région. Comment est-ce qu'on va faire pour faire envie à 3000 ingénieurs de venir habiter ici? Et c'est là où ils se sont rendus compte que les deux étaient complètement liés. L'image de l'entreprise et l'image de la région sont indissociables. Et c'est bien pour ça que les entreprises viennent chez nous, pour pouvoir améliorer l'image de la région, ce qui sera tout bénéfice pour elles au moment où, notamment, elles doivent trouver des nouveaux collaborateurs. Et pour terminer, votre troisième question est extrêmement pertinente. Oui, on a des jours où on transpire dur du côté de Sierre. Par exemple, le jour où l'UBS, que vous connaissez peut-être tous, avec une image qui est l'image qu'elle a, l'UBS, le patron de l'UBS de la succursale valaisanne est venu me voir et m'a dit « Je veux Valais Excellence ». Je vous assure qu'on a passé des mauvaises nuits. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui répondre? Au fond de nous, on sentait que ce n'était pas juste. Mais on n'avait rien qui pouvait nous démontrer qu'ils étaient certifiés, ils répondaient aux valeurs, ils amènent de la valeur ajoutée dans la région, etc. Et on a trouvé... L'UBS est une banque. Oui, c'est une banque... Oui, j'avais lu dans le journal Le Temps, à l'époque de la grande crise, l'Union des bandits suisses, mais bon... C'était un peu ça. L'image n'est pas toujours très reluisante, mais maintenant ça va mieux, on est content. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a constaté? On s'est dit que pour nous, toutes les entreprises n'avaient pas besoin... L'UBS n'a pas besoin de la marque Valais. On a des grandes industries d'aluminium comme Alcan, qui s'appelle aujourd'hui Constellium, qui n'a pas besoin de la marque Valais pour vendre ses produits. Donc à un certain moment, on ne peut pas répondre à tous les besoins de tout le monde. Nous nous concentrons sur les entreprises qui ont une forte identité de la région et qui bénéficient de ce positionnement. Pour les BS, ce qu'on leur a dit, c'est que, et c'est juste, ça nous a fait un critère supplémentaire, c'est que ce qui est important, c'est pas tellement le nombre d'emplois que l'on crée. C'est l'intérêt de l'entreprise d'amener ce que je disais pour Michelin, qui ramène des ingénieurs. Est-ce que l'UBS a pour ambition d'amener des cadres, d'amener des postes de travail en Valais? Non, l'ambition est plutôt de centraliser sur Zurich pour une question tout à fait évidente de rationalisation et que je comprends très très bien. Dans ce sens-là, ce n'est pas une bonne idée pour l'UBS de requérir la marque Valais. Donc voilà, ça se met en place, ça se passe naturellement. Les petits défauts de jeunesse que vous avez constatés avant nous, dommage qu'on ne s'est pas rencontrés plus tôt. Gentiment, on les corrige, mais il y en a encore d'autres et il va falloir continuer à évoluer dans ce sens. J'espère avoir répondu à vos trois questions. Les étudiants, aujourd'hui, ils sont venus, mais ils ont souffert avant votre exposé, parce qu'ils étaient en épreuve, et pour certains, parce qu'ils assistent à cette conférence, ils doivent continuer après. Donc, et en plus, aujourd'hui, nous avons les Master 1 et nous n'avons pas les Master 2 qui sont en stage professionnel, ce qui fait que, évidemment, il y a plus de timidité dans la salle, j'allais dire. Non, moi, je pense qu'en vous écoutant, on a beaucoup à apprendre finalement. Je dirais, vous êtes en train de rouler pour le cluster tourisme du Val d'Europe, là, parce que vous nous avez
ben, vous nous avez déroulé tout un programme. Hein. Je veux dire, il y a de quoi discuter, il y a de quoi réfléchir de manière intéressante. Et ici, en particulier, ça a du sens parce que on a, nous, 2 chartes du développement durable. On fait très fort. Hein. On est en train de travailler. Il y avait une première charte qui avait été élaborée. Il y en a une deuxième qu'on est en train de mettre en place. Et puis, il y a la question que posait le professeur Zegni, qui est qu'effectivement, la marque Disney, je vois vraiment pas difficile de ne pas l'identifier en tant que telle, parce qu'elle est extrêmement prégnante. Et pourtant, et ça c'est un témoignage d'entreprise, donc j'enlève ma casquette de secrétaire général du cluster, Disney a besoin d'un Val d'Europe qui fonctionne, et qui fonctionne bien, et qui soit le plus connu possible. Et justement, peut-être pour faire oublier aussi un peu l'image Disney, vous comprenez ? Il y a une interaction absolue là. Et c'est pas de la dissimulation, c'est pas de la manipulation, c'est pas du calcul, c'est tout simplement que, eh bien, il faut que cette entreprise soit seine-et-marnaise, voilà. Et c'était tout l'exercice qu'on a fait avec le président Balcou hier. Hein, on a essayé d'expliquer que cette entreprise, qui était une excroissance, est devenue une entreprise seine-et-marnaise. Donc c'est très intéressant de vous écouter. Je vous remercie vraiment vivement. Alors il est 7h30, en général on arrête un peu à ce moment-ci, donc ce que je voudrais vous dire, parce que vous êtes étudiant pour beaucoup en Master 1, et donc vous serez encore là à la prochaine rentrée pour le Master 2. Hein. On a eu cette première saison là, de Buffy et les vampires avec 7 orateurs, 7 grands thèmes, le marché touristique francilien, le tourisme et l'utopie, le tourisme et la gastronomie, le divertissement, le tourisme d'affaires, le luxe et le tourisme, le marketing territorial grâce à vous, monsieur. Et je pense que vos épreuves, ça ne va pas être coton finalement, mais il y a un certain nombre d'étudiants qui ont fait des travaux sur ces conférences. Et ces travaux sont remarquables. Je voulais vous en remercier. Et ce que nous allons faire avec le président Balcou, c'est que nous allons faire un cahier du cluster, un cahier qui reprendra vos analyses des différentes conférences. Et que ce sera notre travail du 2e trimestre 2012. Alors, l'année prochaine, il y aura des thématiques assez différentes que nous allons traiter. Nous sommes en train de travailler sur la notion de tourisme solidaire, mais finalement, vous nous avez montré aussi ce que c'est que la solidarité d'une vallée, hein, du développement durable. Là aussi, vous êtes un exemple. Et on va essayer de travailler sur tourisme et culture. Hein, donc, de culture au sens large, hein, ça va du patrimoine aux musiques du monde. Hein, donc, et surtout, à la fin de l'année, donc lorsque vous reviendrez pour la rentrée 2012-2013, nous lancerons ici, et nous aurons besoin aussi de vous, les étudiants de l'Université de Marne-la-Vallée, pour organiser un colloque, qui se tiendra d'ailleurs, le président Balcou nous l'a confirmé dans cette salle au mois de décembre prochain, et qui portera sur 20 ans de transformation sociale, avoir 20 ans, puisque Disney a 20 ans, mais aussi le Val d'Europe a 20 ans, avoir 20 ans en 2012. Et nous aurons besoin de vous pour l'organisation du colloque, et nous aurons aussi besoin de vous pour, bien sûr, des travaux et des réflexions de groupe, hein, pour lui donner de la chair. Et nous allons organiser ça avec l'Université de Marne-la-Vallée, hein, représentée ici donc par Nathalie Fabry et Sylvain Zegni, mais aussi avec le réseau ASTRE, qui est le réseau des universités spécialisées dans la recherche en tourisme. Donc ça a du vrai sens de travailler de la sorte. Voilà. Donc monsieur le conférencier, bon, merci infiniment. Hein. Je voudrais que Jean-Paul Balcou, s'il accepte, nous dise quelques mots. Hein. Merci en tout cas, j'ai dit merci à l'université, je voudrais te dire merci Jean-Paul au SAD, parce que les équipes qui sont là-bas derrière, hein, qui ont pris les images, qui ont filmé ces scènes, qui les ont mis sur YouTube, les gens de la médiathèque et du réseau des médiathèques, et plus généralement des élus comme Frédéric Baluet ou des fonctionnaires comme Madame Jacqueline Bourdon, ont joué pour l'animation de tout ce cycle de conférences un rôle absolument déterminant. Et ils auront honorablement représenté le SAN du Val d'Europe. Merci beaucoup, mon cher Thierry. Tout d'abord, je voudrais vous saluer, à commencer par les étudiants. Parce que je sais que ça a été dit, ça a été redit, vous êtes en période d'examen. Et malgré mon grand âge, quand on me parle d'examen, ça me tord toujours les boyaux. Moi.
Donc, bon courage à vous, bravo pour le travail que vous faites. Je confirme ce que vient de dire Thierry. Effectivement, nous sortirons une brochure avec votre magnifique travail. Je voudrais vous dire aussi que ça a été un plaisir de vous accueillir ici, dans cette médiathèque, avec tout le personnel de la médiathèque. Et nous recommencerons, bien évidemment, l'année prochaine. Nous repartirons sur le même train. Parce qu'en fin de compte, on parle d'un partenariat public-privé, mais je peux vous dire que le partenariat, il existe réellement. Partenariat entre différentes instances, mais partenariat surtout avec la société Disney. Et j'ai appris que c'était une entreprise citoyenne avec tous les critères que M. Aymon a déroulés. Peut-être pas surtout, mais vous êtes majoritairement citoyen. Allez, allons-y. Donc, partenariat, et dans le cadre de ce partenariat, eh bien, nous construisons le Val d'Europe, territoire d'excellence, ou en tout cas que nous espérons faire en tant que territoire d'excellence. Moi, je voudrais vous remercier aussi, Madame Fabry, Madame le docteur Fabry, de votre implication et de votre enseignement, ainsi que Monsieur Zagani. Hein, c'est le monsieur qui pose des questions pertinentes, c'est ça? Voilà. Mais comme je suis, moi, personnellement, un novice dans ce domaine, quand vous avez posé la 3e question, j'avais déjà oublié la première. Mais... Alors, je voudrais remercier aussi, bien sûr, notre ami Laurent de Villers, qui est un partenaire incontournable et qui fait en sorte que ce secteur devienne aussi un secteur d'excellence. Merci de ce que tu fais au niveau du département et du comité départemental du tourisme. Ouais, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci Frédéric Balouet d'avoir assisté à tout ce cycle de conférences et d'avoir honoré de ta présence. Tu as toujours représenté le syndicat d'agglomération nouvelle. Merci d'avoir été là. Et enfin, monsieur Aymon, je voudrais vous dire toute mon admiration sur l'exposé que vous avez fait. Et j'ai appris plein de choses. Et j'ai retenu plein de choses qui nous aideront dans l'évolution de ce secteur. Mais je voudrais vous dire une chose qui m'a surprise. Vous avez parlé d'un Suisse qui n'avait pas le temps. Mais un Suisse, à mon avis, qui n'a pas le temps, n'est pas réellement un Suisse. Voilà. Merci de votre exposé et revenez quand vous voulez. Il a pris effectivement le temps, il est venu de loin et on peut encore l'applaudir. Merci.